Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Donc, c'est un live qui a été un peu mis en dernière minute. J'espère que voilà, vous avez prévu votre petit thé et de quoi rester au chaud. Ben voilà, il y a mon petit chat qui vient se mettre, qui vient se poser entre mes jambes. Comme ça, c'est bon, on est posé pour le live. Donc c'est un live que je fais toute seule ce soir sur un thème bien précis qui sont les violences conjugales. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'habituellement j'invite toujours des personnes pour discuter autour d'un sujet. Et ici, ben, c'est un sujet dont moi j'avais envie de parler par rapport à cette journée-ci, le 25 novembre, qui est du coup, enfin qui fait référence du coup aux violences faites contre les femmes. Et voilà, je vous ai posé la question si vous aviez envie que je parle de ce sujet-là et si vous-même vous aviez des questions à propos de ça. Donc j'ai repris quelques notes. Alors. Voilà. Donc en fait, j'ai reçu environ 8 questions que je vais aborder. Et j'ai remarqué également que la première question qui se posait, c'est vraiment en fait la domination conjugale, qu'est-ce que c'est? Parce que quand on parle de violence conjugale, c'est vrai que c'est un peu vaste. On ne sait pas, enfin voilà, on a une image de ce que ça peut être et on ne sait pas réellement à quoi ça correspond. Et c'est pourquoi, vu tout le chemin que moi j'ai fait, je me suis dit, mais c'est dingue, il faut absolument que ça soit plus connu, il faut absolument que ça puisse être transmis, discuté, que ça ne soit pas un sujet tabou, que ça soit quelque chose de connu, et qu'on sache comment aider les autres personnes qui seraient en difficulté, et qu'on sache aussi s'aider soi. Coco Perrine. Du coup, voilà, j'ai repris les questions qui me sont venues, enfin voilà, que j'ai pu prendre depuis hier. Et j'ai pris des petites notes. C'est vrai que d'habitude, enfin voilà, je parle d'un sujet comme ça avec tout ce qui me vient. J'aime pas trop me coincer dans des notes parce que j'ai l'impression qu'alors ça me fait perdre un peu le feeling. Et à la fois, voilà, je crois que c'est quand même un sujet qui doit être un peu structuré. À savoir que j'essaye d'utiliser des mots simples. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions pendant le live ou après dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent en replay aussi. Et, euh, et sachez aussi qu'il y a déjà eu un article décrit sur les différentes formes de violence et on va dire le principe de base des violences conjugales. Donc ça, c'est un article qui est sur mon blog et j'ai tourné une vidéo autour de ça. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu barbant, surtout que ma vidéo, elle est assez sur, enfin voilà, sur un ton monotone où j'explique la chose. Et à la fois, je pense que on ne sait pas y aller par 36 000 chemins. Enfin, bien sûr, on peut faire quelque chose d'assez euh, d'illustré et d'assez doux, etc. Mais bon, voilà, c'est comme là maintenant, je parle de ce sujet-là et c'est vrai que euh, ça peut paraître un peu barbant, et pourtant c'est tellement, tellement, tellement important, vraiment. Donc c'est là le but du pourquoi je veux absolument parler de ce sujet, et à la fois pour la plupart des personnes qui me connaissent savent que j'ai écrit un livre à ce propos, donc le titre enfin, tournera autour de quelque chose comme comprendre l'emprise pour s'en libérer. Enfin voilà, l'écrit est déjà là, c'est en relecture. Et par la même occasion, j'informe aussi que je recherche quelqu'un pour collaborer pour les illustrations de ce livre-là. Ce livre permettra d'aller un peu plus en profondeur par rapport donc à tout ce qui est autour de la théorie, avec des récits des récits par rapport à mon vécu, pour pouvoir un peu mieux comprendre quand on parle de la théorie, ben, ça fait référence à quoi, et en même temps, voilà, il y a un bout de mon histoire. Donc évidemment, ce que je voulais rappeler dans ce live aussi, c'est que euh,
voilà, j'ai vécu de la violence conjugale, j'ai pu être suivie, donc j'ai pu avoir une thérapie pendant d'abord une année au centre de prévention des violences conjugales et familiales, et puis j'ai continué le chemin vers moi-même, et c'est pour ça que je vais aussi apporter un peu de douceur dans ce live, dans le sens où c'est un sujet qui est une problématique qui est assez lourde, et en même temps, il y a aussi un message d'amour derrière. Donc ça, on va le voir au fur et à mesure de la vidéo. Et j'ai quand même pris de quoi un petit peu m'hydrater parce que c'est important, et en même temps, avec un petit thé, ça réchauffe un petit peu. Coucou Mathieu. Donc je viens de faire l'introduction. Donc je vais passer directement aux questions. J'ai aucune idée si ça sera long ou pas en fait. J'y vais comme ça, on verra bien. Et puis si de toute façon s'il y a encore des choses à discuter plus tard, on pourra refaire ça. Donc dans un premier temps, je voulais expliquer aussi la différence dans les mots qu'on utilise. Donc on utilise le mot violence conjugale, on utilise le mot domination conjugale. J'ai parlé aussi de manipulation, d'emprise. Et est-ce qu'il y avait encore un autre mot aussi? Ouais, surtout ceux-là. En gros, ils veulent quasi tous dire la même chose. Il y a des définitions qui sont données. Et ce sur quoi je veux apporter l'attention, c'est que la domination, l'emprise, la manipulation, au final, si on les remet ensemble, c'est le fait d'exercer un contrôle sur quelqu'un. Quand on parle de manipulation d'un objet, on peut prendre l'objet, on peut le manipuler, voilà, on peut le mettre dans tous les sens. Il y a un mot direct, enfin la symbolique du mot direct, et il y a le mot de manière figurée. Et au final, bah, très concrètement, dans la domination conjugale, si on prend un objet et qu'on le manipule, ben, c'est la même chose de ce qui se passe dans un couple. Oui, petite note à part, évidemment, moi je parle du conjugal, donc du couple. Et je trouve ça très important de partir d'abord sur ce qui se passe dans le couple, avant même de parler des enfants. Parce qu'en fait, là, on vient rajouter d'autres aspects extérieurs, bien qu'ils font partie de la famille, hein. Mais je parle vraiment d'abord de ce qui se passe entre les deux personnes dans le couple. Par rapport à la domination, ça peut arriver dans tous les couples. Donc il y a personne qui peut dire voilà, moi ça m'arrivera jamais. Ça peut arriver à tout le monde, et ça peut arriver dans des couples homosexuels aussi, donc même entre deux femmes, entre deux hommes. Ça peut être une femme qui est auteur de violence et l'homme qui est donc une personne victime, ou l'inverse. Et c'est vrai qu'au niveau des statistiques, voilà, on parle beaucoup des violences faites aux femmes. Il y a aussi toute une histoire derrière par rapport à la domination, même plutôt collective, ou en tout cas à la domination de l'homme. Et je rajouterais même la domination de l'homme de race blanche qui a, voilà, par rapport à l'histoire, on la connaît plus ou moins tous, a toujours exercé, enfin voilà, une domination, dont le patriarcat, etc. C'est des choses que, voilà, on porte aussi beaucoup de mémoire par rapport à ça. Et il y a vraiment, voilà, comme je disais, du contrôle, et on exerce une influence sur la personne. Donc je parle plutôt, par rapport aux statistiques, d'une femme qui est une personne victime de violence et un homme qui est auteur de violence. C'est plus facile pour se tenir, en expliquant les détails de ce qui se passe entre les deux personnes. Alors, je vais respirer aussi, hein, entre-temps. Ok, ouais, donc ça c'est vraiment la base des mots. Alors, la première question... Donc, dans la première question, de quoi s'agit-il de la domination conjugale? C'est assez vaste de pouvoir l'expliquer. Maintenant, on va partir sur le fait qu'il y a un processus de domination conjugale. Le processus, ça veut dire qu'il y a plusieurs événements qui se répètent. Donc, il y a un cycle qui se répète, et c'est ça qu'on décrit comme étant le processus de domination conjugale. Donc c'est un processus d'emprise,
c'est euh, c'est vraiment un cycle comme un étau qui peut se resserrer, où les événements se déroulent des fois même, enfin de plus en plus intensément et fréquemment. Et dans ce cycle-là, entre autres, on retrouve le fait qu'il y ait un climat de tension entre les deux personnes, avec après un acte de violence qui s'ensuit des justifications à l'acte de violence et la lune de miel. Donc ça, c'est les 4 phases type du cycle enfin, des violences conjugales. Des fois, je me trompe, je dis de la violence conjugale, mais non, c'est bien des violences conjugales. Il n'y a pas qu'une violence, hein, il y a plusieurs formes de violence et on n'est jamais juste à voilà, une seule violence. Hein. Ça, c'est vrai que moi-même, je me reprends aussi. Euh, voilà, j'essaye. C'est vrai que c'est un super bon exercice pour moi de vous parler de ça parce que, comme je disais, voilà, il faut vraiment structurer. C'est assez vaste, assez large. Je vais passer à la deuxième question. N'hésitez surtout pas, même pour les personnes qui sont arrivées, si jamais vous voulez écrire, si vous avez des questions entre-temps, je lirai aussi. Euh, Est-ce qu'il y a différents degrés, en fait, dans la domination conjugale? J'espère que j'ai pas zappé des notes que je voulais dire, parce qu'après je vais me dire, ah ouais, j'aurais voulu dire ça, 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 mais bon, à mon avis, je peux oublier mon perfectionnisme. C'est un petit peu chaud quand même. Est-ce qu'il y a différentes degrés? C'est ça que j'ai dit? Est-ce qu'il y a différents degrés? Oui. Donc en fait, je parlais de différentes formes de violence. Donc là, on parle de tout ce qui est physique, verbal, sexuel, économique. Il y a plusieurs. Ah, coucou Céline. Il y a plusieurs formes qu'on peut retrouver, mais bon, ça ne parle pas vraiment d'un degré d'intensité. Mais dans le couple, il y a une dynamique qui, là, va montrer l'écart d'intention entre les deux partenaires. Quand on parle d'écart d'intention, c'est-à-dire qu'on a monsieur qui est à un moment donné sur son échelle d'intention qui va être de plus en plus dominant et madame qui va être de plus en plus dominée. Suivant des stratégies, ce sont des mots, hein, voilà. Faut bien comprendre que c'est pas facile à comprendre directement comme ça, surtout quand on le vit. Mais on va dire que l'intention s'écarte de plus en plus entre les deux partenaires et ça forme une dynamique dans le couple qui va être de plus en plus dangereuse. C'est-à-dire que quand enfin voilà, madame arrive au point où elle désire quitter la relation parce qu'elle se rend compte que elle veut vraiment sortir de cette domination et que monsieur est justement au plus haut de sa domination, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle aussi la résistance, ou enfin, madame alors résiste. L'écart d'intention est le plus élevé, c'est le plus dangereux, et c'est à ce moment-là qu'arrivent les féminicides. Donc ça, c'est super important aussi. Un point, enfin, je crois que tout est important. J'ai envie de tout expliquer. Tout est important, mais c'est vrai que pourquoi c'est important de comprendre ce côté-là? Parce que je trouve que quand on est accompagné et quand on connaît cet aspect et qu'on veut sortir de l'emprise, voilà, c'est important d'être aidé, c'est important de savoir qu'il y a des risques quand même. Il y a des risques que la violence soit beaucoup plus forte à ce moment-là. Et je peux que le dire, parce que le jour où moi j'ai reçu des coups physiques, c'était le moment... Enfin, le physique n'est pas spécialement pire que le verbal, attention. Maintenant, parce que voilà, on aura des traumatismes émotionnels. Maintenant, au niveau du physique, voilà, on parle quand même d'aller jusqu'à la mort. Donc, c'est à ce moment-là où c'est quand moi je pensais aussi que c'était terminé, ça a l'air d'être fluide et ça va, il va reprendre ses cartons et je reprends les clés de chez moi. C'est le pire moment, c'est le moment où il a voulu m'étrangler, c'est le moment où j'ai cru que j'allais enfin voilà, le poignarder. Donc c'est vraiment super important de se rendre compte que à ce moment-là, on a vraiment besoin d'aide et d'être accompagné. Bon là, je vais un peu plus loin dans le sujet aussi par rapport aux questions, mais bon, petite parenthèse, de vraiment faire attention pour les degrés, en tout cas, qu'il y a vraiment des écarts d'intention entre ce que l'auteur de violence veut, enfin, ou la manière dont il domine,
et la personne victime qui va de moins en moins avoir envie de se faire dominer, en fait. Donc, voilà pour la deuxième question. Et mon petit chat fait du bruit, il parle aussi. Alors, quels sont les signes qui montrent qu'on est sous l'emprise de quelqu'un? En fait, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut faire attention à notre radar. C'est-à-dire que quand on est vraiment sous l'emprise et quand on est dans une relation où le cycle de violence a déjà été bien entamé, je dirais ça comme ça, et que voilà, la relation est déjà bien entamée dans la violence, au plus on attend, au plus on est pris dedans, au plus c'est difficile en fait de voir les radars et au plus clairement la personne victime n'est plus vraiment maître de pouvoir s'en sortir toute seule. Donc lors de la reconstruction aussi, on apprend à pouvoir détecter des signes et je vais clairement faire référence à soi. Donc, ce que je disais au début, après évidemment, j'apporte aussi une note d'amour, c'est que on va revenir à soi. C'est que c'est pas pour rien que je parle de connexion à soi dans le coaching. C'est vraiment super important. C'est la base de tout. C'est la manière dont on peut revenir ancré et connecté. Et donc, j'aurais envie de dire que si nous-mêmes, on ne se reconnaît pas dans nos propres réactions face à la relation de couple, on sent que nous-mêmes, on devient bizarre, on commence à être jaloux, on commence à vouloir aussi contrôler de plus en plus, et que ça nous ressemble pas, et que on trouve de moins en moins de moments de joie. On se dit qu'on est dans un sentiment de plus en plus triste, de colère. On sent que la personne commence à nous priver, enfin à nous isoler, à nous priver de notre liberté, qu'elle soit physique ou intérieure. Et que je dirais aussi qu'on peut sentir qu'on a souvent cette boule au ventre. En fait, on appréhende aussi les réactions de l'autre personne. Donc, je sais pas si en expliquant ça comme ça, c'est clair pour la personne qui m'a posé la question, mais quels sont les signes? Si, à partir du moment où déjà on n'ose pas être soi-même, on appréhende les réactions de l'autre, on sent qu'on a peur de représailles à un moment donné aussi. Bon, ça, c'est peut-être un peu plus loin dans la relation. Au début, c'est toujours un peu difficile de pouvoir capter tous les messages de manipulation parce que des actes hors cycle de violence ne sont pas toujours graves, ne sont pas toujours... enfin voilà, une personne peut être un peu plus jalouse qu'une autre. Donc celle-là, je dirais, c'est vraiment cette subtilité-là où ça devient des fois un peu plus compliqué, où on peut se dire, ok, enfin, je prends l'exemple en fait simplement dans ce que je vis. En étant en couple maintenant depuis plus de 3 ans avec quelqu'un qui est donc arrivé après une relation de violence, évidemment, j'ai scruté tout ce qui pouvait se passer dans mon couple. Évidemment, quand il y avait un fait, j'ai commencé à flipper. Et en même temps, c'est bien là qu'on explique dans le processus de domination que c'est un cycle, que c'est un processus et que ce n'est pas seulement avec un fait qu'on doit s'alarmer. Mais par contre, nos radars peuvent s'allumer. On est toujours maître de choisir ce qu'on veut vivre. Si voilà, si il y a quelque chose qui atteint notre limite à soi, on peut faire des choix, même en prenant en compte les conséquences. C'est bien de se faire accompagner, évidemment, aussi, pour ne pas tomber à la fois dans la paranoïa, les peurs, de là à ne plus vivre d'histoires d'amour non plus. Enfin, voilà, trouver un peu cet équilibre en soi, ça, c'est lors de la reconstruction aussi. Mais pour moi, ça me semblait, enfin, par rapport à ce que j'ai vécu, ces points-là, ces radars-là, ça me semblait important. C'est revenir à soi et pas spécialement comparer, en fait, d'autres relations, d'autres choses, parce que
parce que là, ça peut être trop flou, trop vague. Mais bon, bien sûr, le manque de liberté, voilà, et l'isolement, c'est quand même des points assez gros. Dans une relation saine, je dirais qu'on est tout à fait libre de pouvoir de pouvoir bouger quand on veut, même en respectant l'autre, de le prévenir où on est, etc. Il n'y a pas de jalousie excessive, donc il n'y a pas cette dépendance affective non plus. Voilà, j'espère qu'en tout cas c'est clair ce que j'ai expliqué par rapport aux signes. N'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire, même lors du replay, hein, je regarderai les commentaires par après. Hein. Donc comment détecter une manipulation? Il y a Isabelle Nazaraga, qui est une psychologue qui a écrit un livre, même plusieurs. Elle explique quelques critères, elle a repris en fait, après plusieurs thérapies, où elle suit, elle, des personnes victimes. Elle a repris presque 30 critères où on peut un peu vérifier, voilà, si on a au moins 14 critères sur les 30, on est face à une personne qui manipule. Pour résumer, en gros, la personne qui manipule veut contrôler l'autre. Donc attention, il y a une différence entre une personne qui veut contrôler une situation et une personne qui veut contrôler une autre personne. On peut très vite tomber dans le contrôle, et surtout quand on est perfectionniste ou que voilà, on n'arrive pas à lâcher prise, on a envie de contrôler des situations. Mais à partir du moment où on va contrôler tous les faits et gestes de l'autre partenaire, en devenir jaloux maladif, en isolant la personne, etc., là c'est considéré comme des violences. Donc, bon, évidemment, je les connais pas tous par cœur, mais si j'en reprends quelques-uns comme ça, on parle du fait que, oui, que le manipulateur ne prend évidemment aucune responsabilité sur ses épaules. Donc il va toujours trouver des justifications, faire culpabiliser les autres. D'office, il ne va jamais prendre la responsabilité sur lui. Il va toujours remettre ça sur les autres. Il communique pas clairement aussi envers les autres personnes, c'est toujours assez flou, ses demandes, ses besoins, ça, ce n'est pas clair. Il va invoquer aussi des raisons logiques pour déguiser toutes ses demandes. C'est-à-dire que, étant donné qu'il a besoin d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, et également de pouvoir ne pas porter les responsabilités, mais surtout que les situations soient toujours à son avantage, dans ce cas-là, il va pouvoir toujours remodifier ce qui a été dit et arriver à faire croire à l'autre que c'est l'autre qui avait tort, et que voilà, l'autre n'avait pas bien compris sa demande. Comme ça, il peut rattraper le coche et savoir qu'il aura toujours une longueur d'avance dans ce qui va, entre guillemets, le faire jouir lui, quoi, ce qui va l'arranger lui. La personne aussi qui manipule va pouvoir faire croire aux autres que il est parfait. Enfin, il y a quand même une bonne image derrière lui. Maintenant, c'est quand même souvent quelqu'un dont on parle beaucoup, dont oui, c'est vrai que ça me fait rire aussi, donc, dont il fait faire ses messages par autrui. Il va aussi semer la zizanie aussi, pour mieux régner. Lui-même, il va souvent se placer en tant que victime, hein, également. Donc il va pas, enfin il va pouvoir, comme je disais, prendre à son avantage tout ce qui peut être à son avantage. Qu'est-ce qu'il y a de gros aussi que je peux en retirer? Après, c'est disponible sur son site, ce sera remis dans mon livre aussi, etc. Hein, mais il fait beaucoup de chantage, il fait des menaces de façon déguisée, donc ça fait partie aussi d'une des justifications, même d'une stratégie qu'il utilise dans le cycle de violence conjugale. Il va vite changer de sujet aussi quand ça ne l'arrange pas. Il va éviter des situations ou partir de situations qui ne l'arrangent pas. Il va mentir aussi, beaucoup.
il va vraiment prêcher le faux pour avoir le vrai. Il y a vraiment, enfin très souvent, je pense, un côté jaloux, égocentrique. Il va pas du tout supporter les critiques ou les remises en question, ou alors il va bien le faire croire, mais c'est pas du tout vrai. Il va pas tenir, oui ça c'est vrai que c'est important, il va pas tenir en compte les droits, les besoins des autres personnes. Il va faire croire ça. Mais non, il va toujours faire passer ses désirs avant les autres. Donc il utilise le dernier mot, son discours peut paraître logique, alors que ses attitudes sont justement opposées. Il va flatter, il va plaire, les petits cadeaux, hein, les machins comme ça. Il va produire aussi un sentiment de malaise et de non-liberté. Il va faire des choses aux autres que lui a pas envie de faire, mais aussi que les gens n'ont pas envie de faire. Il va réussir à pouvoir faire des choses dont on n'a vraiment pas envie. Et aussi, voilà, on va beaucoup parler de lui, du coup, même quand il n'est pas là. C'est quelqu'un dont on va parler. Là, j'ai repris quelques exemples comme ça, mais ça, ce sont des points dont on peut faire attention et où on peut détecter un petit peu est-ce qu'une personne manipule ou non. Ça, c'était la 4e question. Alors, je vois qu'il est déjà presque 30, donc c'est vrai que... allez, je vais quand même essayer de pas faire plus d'1 heure pour essayer de condenser quand même, répondre à toutes les questions et ne pas trop m'évader. Lorsqu'une personne a de l'emprise sur moi, peut-on parler de manipulation? Alors oui, clairement, parce que l'emprise, c'est de la manipulation. Si quelqu'un veut le contrôle sur toi, c'est de la manipulation. Je pense que ça répond clairement à la question en fait. La question 6, jusqu'à quel point, stade, peut-on accepter l'emprise et la manipulation? Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut accepter des violences? Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut accepter d'être contrôlé? Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut accepter d'être sous emprise de quelqu'un? Ça reste une question, mine de rien, qui est personnelle. Maintenant, ce qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est qu'on m'explique c'est quoi des violences, qu'on m'explique quelles sont les formes, parce que j'étais déjà même pas au courant qu'en fait, il y avait des violences économiques, il y a des violences administratives aussi. Donc, je veux dire, tout ça, c'est bien d'en prendre compte pour savoir, ok, où est ma limite? Et en coaching, on va voir aussi justement où est-ce que je place ma limite. Alors, les gars, aujourd'hui, moi, ma limite, je peux vous dire qu'elle est bien haute. Enfin, haute ou bas, je sais pas dans quelle sorte on peut prendre les choses, mais c'est juste que aujourd'hui, si moi, on rigole en me disant en fait t'es conne, eh ben non. Pour moi, c'est violent. Et il y a plein de moments comme ça où il se passe un bête événement, enfin un truc voilà, totalement hors cycle de violence, et pourtant je veux dire non, pour moi ça c'est violent. Alors aujourd'hui, ma limite, après tout ce que j'ai vécu, elle est très vite atteinte. Et ça sera peut-être pas du tout le cas pour une autre personne, dans une autre situation, dans un moment plus de rigolade, ou ci ou ça, voilà. Donc ça reste personnel, ça reste une limite qui est personnelle. Maintenant, voilà, pour moi c'est important de pouvoir se rendre compte, à un moment donné, ok, telle et telle chose sont violentes. Et c'est pas pour ça que tu dois l'accepter. Et ça, je trouve que ça vient replacer un petit peu en soi ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on peut accepter ou non. Et voilà, cette limite, elle est assez difficile parce que on va parler d'amour de soi, parce qu'on va parler de sa valeur, son estime. Donc évidemment, il y a des personnes qui sont par exemple jalouses et qui vont dire ok, ben moi dans mon couple, j'accepte que la personne, je vais lancer un bête truc parce que j'en ai déjà parlé plein de fois avec des amis. Est-ce que vous acceptez que votre partenaire aille manger avec un ami ou une amie, donc du sexe opposé, ou est-ce que vous êtes jaloux et vous avez peur que la personne vous trompe ou aille trop loin? Tout peut se discuter dans l'infidélité, par exemple dans le couple. On définit en quoi on est fidèle et en quoi on est infidèle.
Avant, quand j'étais dans la peur, moi personnellement, j'osais même, enfin, j'aurais dit à mon compagnon, ben non, enfin, tu vas pas manger avec une autre fille. Mais aujourd'hui, en fait, enfin, je vous avoue que je m'en bats les steaks, surtout que j'ai plus envie de contrôler et tout. Alors c'est pas pour ça que je vais plus jamais être jalouse. C'est pas pour ça que la première fille qui va débarquer, je vais pas un peu ressentir d'abord ce que ça fait en moi. Et en même temps, tout, tout est limite qu'on vient faire évoluer et où on vient vérifier surtout à quel point est-ce que là, la personne a un contrôle sur moi ou pas, et à quel point est-ce que je considère que quelque chose est violent ou pas. J'espère que cette explication peut déjà un petit peu éclairer la manière dont je l'explique, parce que c'est vrai que je trouve ça très subtil, et d'ailleurs c'est très subtil, le processus de violence conjugale est très subtil. Maintenant, clairement, si on sent qu'on est dans ce processus-là, il faut en sortir le plus vite possible. Enfin, voilà, je veux dire, je vous ai parlé de limites qu'on peut se mettre en fonction même d'amis, de collègues, de la famille, à quel point est-ce qu'on peut accepter des mots qui peuvent être violents, des situations qui peuvent être violentes. Et en même temps, quand on est dans un processus de violence, qui peut se passer également entre son patron, enfin avec son patron ou n'importe. Hein. Enfin voilà, ça peut se passer avec tout le monde. Ici, moi, je peux bien parler du conjugal. Mais quand on est dans ce processus-là, on en sort direct. Enfin ça, je veux dire, il n'y a pas de discussion. C'est pour sa vie, hein, c'est pour son bien-être. Hein. Donc évidemment, l'équilibre entre ne pas dire, ben voilà, j'ai peur de tout, il se passe le moindre petit truc, je pars. Voilà, tout ça peut se travailler aussi en séance, etc. Alors, la question 7, quelles sont les formes que la domination conjugale peut revêtir? Ben, c'est vrai qu'au final, j'en ai un petit peu discuté. Il y a les formes de violence et les dynamiques du couple. Ça, c'est ce que j'ai expliqué plus tôt. Donc, les formes de violence, ça peut être verbal, psychologique, ça peut être administratif, économique, ça peut être physique. Je crois qu'il y en a plus ou moins 10. C'est vrai que, enfin voilà, je les connais pas non plus toutes par cœur. À nouveau, ce que je disais dans l'introduction, elle se retrouve sur mon blog donc dans un des articles que j'avais fait sur mon blog et où j'ai tourné une vidéo sur YouTube aussi pour les formes de la violence. Et j'avais parlé de l'écart d'intention tantôt, je pense que ça reprend quand même vachement la réponse pour la question 7. Alors, la question 8, à quoi prêter attention pour ne pas écraser l'autre ou se faire écraser? Ouais, c'est vrai qu'au final, ça touche un petit peu ce dont on a discuté aussi maintenant. Est-ce que j'avais noté? Ouais, c'est ça. J'ai juste alors envie de parler un petit peu de connexion à soi par rapport à cette question-là. Et ouais, c'est ça, des dernières questions pour cette clôture et cette touche. Voilà. Je parle beaucoup d'hypersensibilité, je parle beaucoup des personnes voilà, qui sont empathiques du coup, qui réfléchissent beaucoup, qui se remettent beaucoup en question et qui sont très empathiques. Ce qui veut dire que ces personnes-là sont quand même beaucoup plus vite, enfin, c'est plus susceptible en tout cas que ces personnes-là rentrent un petit peu dans ce jeu psychologique qui va en devenir un peu plus conséquent, qui ne sera plus juste un jeu psychologique à partir du moment où l'engrenage devient de plus en plus intense et de plus en plus violent. On parle beaucoup des jeux psychologiques avec le triangle de Karpman, mais il faut savoir que quand on rentre dans le processus de domination conjugale, c'est comme si on était à un stade plus loin. Ça veut dire que la personne qui est victime a besoin d'aide, la personne peut vivre de la dissociation, peut vivre plusieurs traumatismes l'un à la suite de l'autre. Ça demande un accompagnement, ça demande une thérapie. Et donc pour moi, c'est ça qui est super important, c'est de repartir sur la connexion à soi. C'est un chemin, ça veut dire que toute notre vie, on va voilà, évoluer, on va
On va chercher un petit peu cette connexion, on va essayer en tout cas d'être de plus en plus connecté à soi. Ça se travaille en thérapie et par rapport à la guérison des parts de nous qui peuvent être vite prises dans la compréhension de l'auteur de violence, parce que l'auteur de violence c'est aussi une personne, parce qu'elle a aussi vécu des choses, parce que il y a de l'amour dans le couple avant tout. C'est vrai que j'ai même pas parlé de ça dès le début, mais évidemment il faut pas oublier que deux personnes qui se mettent ensemble avant de devenir une relation de violence, elles débutent comme tous les autres couples. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un mythe fondateur. Et dans ce mythe fondateur-là, c'est je fais confiance à l'autre personne. En tout cas, il y a une confiance qui se crée sur base de ce que l'autre me dit, sur l'image qu'on se fait de la relation, etc. Et il faut pas oublier que ce mythe fondateur-là est ravivé à chaque lune de miel. Donc dans le cycle dont je vous expliquais tantôt, ou à la fin, après les justifications de l'auteur de violence qui fait que la personne victime décide de rester avec et se dit ok, ça va, il va changer, on va passer à autre chose. Il y a cette lune de miel et à ce moment-là, le mythe fondateur est rappelé. Donc il y a évidemment beaucoup d'amour, évidemment on est tous faits de plein de parts de nous-mêmes, ce qui veut dire que même les personnes auteurs de violence qui sont coupées de leur connexion à elles-mêmes parce qu'elles ont, alors apparemment pour la plupart elles ont vécu de la violence, ces personnes-là, quand elles étaient enfants. Ça engendrait sûrement aussi plein de traumatismes, mais elles restent quand même responsables de leurs actes. Et donc, évidemment, comme toute bonne personne bien gentille qui pense trop et qui est empathique, a envie de pouvoir aider cette personne-là. Et pour moi, ça me semble juste super évident de revenir à soi et de revenir à ce qui est bon pour soi et de se sauver soi-même. Parce qu'on ne va pas pouvoir sauver une personne manipulatrice. C'est pas notre rôle. Et enfin voilà, d'où le fait de pouvoir se faire aider quand on est une personne victime de violence et qu'on puisse sortir de l'emprise et qu'on puisse faire ce travail pour soi. Ça se fait en thérapie, mais ça se fait aussi en coaching. Hein. Moi, j'ai fait les deux, et c'est pour ça que ça me semblait important de beaucoup parler de ça, de pourquoi pas travailler en parallèle avec quelqu'un qui fait de la thérapie. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que, comme je disais, on vient retoucher à l'estime de soi, la confiance en soi, oser être soi-même. Tout ce que je présente sur mon blog, sur les articles, les vidéos, c'est clairement en lien. C'est pas pour rien que j'ai lancé tout ça. C'est pas pour rien, c'est parce que si je l'ai vécu, que je suis passée par là, que j'ai fait ce chemin-là, c'est vraiment justement pour pouvoir aussi aider les autres, mais en me plaçant maintenant hors du jeu psychologique. Et je pense que quand on comprend ça, quand on comprend un petit peu ce cycle-là en one-to-one, donc celui qu'on peut vivre en one-to-one avec un partenaire, on peut après faire le chemin aussi un peu plus large, c'est-à-dire de pouvoir sortir, aussi se libérer d'autres schémas et donc d'autres jeux psychologiques qu'on pourrait vivre avec d'autres personnes. Et ça, c'est tout le retour à soi. Le retour à soi, c'est la clé. Donc le retour à soi, c'est le moment présent. C'est le fait de pouvoir mettre à plat tout ce qui se passe en nous là maintenant, dans le ressenti. Et ça, c'est la plus belle armure qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi qui suis passée par là, c'est pas pour ça que je n'ai aucun risque de vivre à nouveau une relation de violence conjugale. Ça, il faut vraiment se rendre compte. Il y a des personnes, dont des psychologues, ou même des personnes qui sont juges ou avocats, ou ce que vous voulez, médecins. Allez, si on part un petit peu sur le fait qu'il y ait des personnes qui soient... allez, comment expliquer ça, qui ont à la base un rapport à la vie où elles pourraient connaître tout ça, connaître ce que c'est l'emprise, etc. Mais non, personne n'est à l'abri de ça. Et donc, le but, c'est de pouvoir se dire, ok, face à tout ce que je peux vivre dans la vie aujourd'hui, et même des violences, etc., et pour éviter d'être tout le temps en lutte, eh ben, ma meilleure arme, c'est la connexion à moi. Et donc, aujourd'hui, ben, je peux vivre des transitions de vie, je peux vivre de la violence, etc., ben, j'ai des ressources en moi et je peux me faire aider et je me fais accompagner.
voilà, je pense que je peux clôturer autour de ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que c'est clair parce que je vous dis, c'est pas facile de parler en live à propos de ça. Franchement, je me rends compte que je suis en train de faire un bel exercice pour moi-même. Je regarde si j'avais encore une note que ouais, non, voilà. Enfin oui, j'ai noté sens à mon message. Je pense que j'ai fait passer le message que je voulais faire passer et que bienvenue en séance aussi pour tout le monde. Non, donc voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, aimez le petit live si ça vous a plu aussi. Et si vous avez pas plu, bah tant pis, c'est pas grave. Voilà, j'espère que pendant le replay, du coup, chacun pourra aller revoir ce qui lui parle. Je remettrai l'ordre des questions dans le descriptif, comme ça chacun peut aller voir la question qui lui parlait le plus, même si pour moi c'est super important de prendre en compte le tout. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt et on a sûrement un live la semaine prochaine avec Nathalie, donc le live qui devait se passer à 12h30 où on va parler du stress et ça c'est aussi un sujet super cool, super intéressant. N'hésitez pas à me contacter même en message privé. Merci beaucoup à tous.